Donc INRIA est très heureux de participer à l'organisation de cette journée. C'est un établissement public de recherche qui est dédié aux sciences du numérique, donc l'équivalent du CNRS, mais spécifiquement sur les sciences du numérique, l'informatique et les mathématiques appliquées. Donc environ plus de 3000 chercheurs et enseignants-chercheurs qui forment plus de 200 équipes de recherche réparties dans 8 centres de recherche en France. INRIA est présent sur le web depuis 1993 et pour INRIA, c'est à la fois un outil de recherche, d'expérimentation, mais également de diffusion des connaissances. Et en particulier, donc, INRIA a lancé avec ses partenaires en 2004 une revue de culture scientifique Interstice, dont je m'occupe également. Et voilà, je vais vous présenter donc l'intervenante Sophie Maheo au sein de la direction de la communication. Elle est en charge de l'animation des communautés et des écosystèmes. Elle vous expliquera donc tout à l'heure en quoi ça consiste concrètement. Sophie est ingénieure d'études en détachement de l'université Paris-Descartes et son détachement arrive bientôt à son terme et donc elle va prochainement rejoindre la FING, la Fédération Internet Nouvelle Génération, et vous aurez certainement l'occasion de la croiser dans ses nouvelles fonctions, enfin je l'espère en tout cas, que ça soit sur le réseau ou dans la vraie vie qui lui importe aussi beaucoup. Je laisse la parole à Sophie. Merci Christine. Bonjour. Donc on m'a chargé de vous faire une présentation sur comment les institutionnels peuvent utiliser les nouveaux médias. Alors je vous prie d'excuser ce point de vue qui est un point de vue particulier, qui est celui d'INRIA. Finalement, c'est plutôt un retour d'expérience que je vous livre. Donc il est à prendre avec recul et surtout pas comme avec l'idée de la volonté de généraliser l'exemple. Alors, ce qui est intéressant chez INRIA, c'est qu'il y a beaucoup d'écrans. Et je vous propose de nous décaler un petit peu de cet écran, de sortir du cadre, parce que ce qui est intéressant avec ces nouveaux médias, c'est comment ils nous permettent de réinvestir la réalité. Donc, pas du tout dans l'idée d'opposer la réalité et ce qui se passe en ligne, mais plutôt dans l'idée d'être dans un continuum. Donc à INRIA, je suis en charge, comme le disait Christine, de la coordination de l'animation des communautés. On a beaucoup de communautés en ligne, je vais vous les présenter dans un instant. Alors, ce qu'on a essayé de construire à l'Institut, c'est un écosystème qui soit en phase avec la réalité, à commencer par celle de l'Institut. Donc toujours, comme je vous le disais, dans l'idée qu'on est dans un continuum en ligne et dans la réalité. Donc l'idée, c'est d'avoir un écosystème qui ressemble à INRIA et qui parle bien du cœur de l'Institut, c'est-à-dire des sciences du numérique, des mathématiques appliquées et de l'informatique. Donc on s'est intéressé aux différentes communautés qu'on souhaitait adresser dans la vraie vie, donc qu'on rencontre aussi bien dans des événements comme aujourd'hui que comme certains de mes collègues qui sont en même temps à l'Assemblée nationale pour présenter les recherches de certaines équipes. Donc tout un tas de communautés qui sont des communautés métiers ou des communautés d'intérêt qu'on adresse par différents médias et aussi par aujourd'hui par des médias sociaux. Historiquement, on a commencé de façon très simple, en expérimentant, en créant une chaîne sur YouTube pour présenter certains travaux de recherche, et puis un fil Twitter qui racontait ce que faisait l'Institut. Et je pense que ce temps d'expérimentation, il était très nécessaire, et souvent c'est quelque chose qu'on retrouve ailleurs. L'idée pour pouvoir s'adapter à ce qui se passe dans la vraie vie, commencer par utiliser un ou deux canaux pour être en conversation avec des gens. Donc petit à petit, on a créé différents comptes. On a un compte sur Twitter, donc qui existe depuis 2010. On a un compte sur Facebook, on a un compte sur LinkedIn. Ça, ce sont les réseaux qu'on investit prioritairement. Je dis prioritairement parce que quand on passe du temps à animer un compte, c'est chronophage. Donc on ne peut pas être présent avec la même qualité partout. Donc on a choisi de privilégier certains canaux. Donc là, l'idée, c'est d'être dans des
dans des lieux sociaux, dans des réseaux où les gens sont et où les gens parlent et échangent. Donc l'idée, c'est de s'insérer dans des conversations, toujours en essayant de rendre lisible et visible l'activité de recherche et de transfert de l'Institut. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand je dis ça, effectivement, il y a comme une tension permanente entre le temps de production de contenus qui sont institutionnels et puis cette conversation qui est un petit peu permanente. Donc, on essaie de ne pas faire que republier des contenus qui, par ailleurs, existent dans des médias qui sont plus classiques et qui adressent les mêmes publics, mais on essaie de prendre en compte le temps réel de la conversation. Par exemple, quand on organise un événement, comme l'année dernière, il y a une signature, un accord Sémanticpédia entre le ministère de la Culture, Wikimedia France et INRIA, entre le temps où on peut communiquer officiellement et où on sait ce qui va se passer, et où on peut valoriser le travail des chercheurs, il y a déjà des bruits, des gens qui en parlent sur le web, et on est obligé d'être attentif à ces signaux et de répondre aux gens et de les réorienter. Alors, je vous disais un écosystème qui est aussi construit sur la réalité de l'Institut. On a un institut qui est riche de ces 8 centres qui existent en région. Et donc, chacun de ces centres a créé un fil Twitter qui permet de rendre visible ce qui se passe réellement dans le centre. Donc, ce sont des canaux où on voit de façon peut-être plus concrète que sur le fil institutionnel ce qui se passe. Il y a un peu de la vie des centres qui passe, les équipes qui ont des actualités et un petit peu de vie interne de l'Institut qui passe aussi. Très naturellement, les médias classiques de l'Institut, les médias numériques, que ce soit des médias en partenariat avec d'autres comme Interstice, ou des médias qui sont propres à l'Institut comme Reality, qui est le média grand public, tous ces médias-là se sont dotés aussi d'ambassades sur les réseaux sociaux. Voilà, donc ça c'est l'ensemble de l'écosystème qu'on a dessiné au fil du temps. Alors ce qui est important, c'est que c'est un écosystème qui adresse et qui engage des gens. Et ces gens ont des valeurs. Et c'est très important, si on veut être réellement en phase avec eux, d'avoir conscience de ces valeurs. Donc petit à petit, une partie de mon travail à l'Institut, ça a été d'essayer de... à partir du travail qui était fait précédemment, d'être fidèle aux valeurs de l'Institut que j'ai représenté ici avec le petit signe dièse qui est symbole des mots-clés, notamment sur Twitter, pour essayer d'engager le plus possible. On a la grande chance à l'Institut d'avoir un réseau social interne, donc un espace où on peut échanger entre nous. Et les gens de l'Institut sont présents bien sûr dans l'Institut, mais aussi ailleurs. Et emmener l'Institut sur les réseaux sociaux, c'est aussi les emmener avec nous. Les gens de l'Institut sont les premiers ambassadeurs d'INRIA. Enfin, quand je dis ambassadeurs, ça ne veut pas dire qu'ils les représentent officiellement, mais ils sont les premiers à parler de leur travail, les chercheurs effectivement à valoriser leur activité. Et c'est important de pouvoir les engager aussi là-bas. Donc, une partie du travail, c'est pas simplement d'animer les comptes de l'Institut. Ça veut dire quoi, animer les comptes de l'Institut? Ça veut dire éventuellement accompagner des gens pour prendre en main ces comptes, les former, les aider à trouver un positionnement sur les réseaux sociaux. Mais on a aussi un vrai devoir d'accompagner les comptes qui sont pas du tout les comptes officiels de l'Institut, mais qui disent des choses intéressantes de la vie réelle de l'Institut. Donc, par exemple, les comptes des équipes de recherche. On a plusieurs équipes qui ont créé des comptes chez nous. On a aussi des services qui ont créé des comptes, et puis des projets, des concours, et la somme de tous les comptes de l'Institut. Donc on a particulièrement sur Twitter essayé de repérer qui étaient les membres de l'Institut qui parlaient, et il y en a plus de 194.
C'est un petit chiffre rapporté au nombre de personnel de l'Institut, mais ça fait déjà pas mal de gens. Donc là, je voulais vous présenter quelques exemples. On a un certain nombre d'équipes qui ont créé des comptes et comment ils s'en servent. C'est ça qui est très intéressant. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai découvert. Hein. C'était une démarche personnelle. C'est pas des équipes qu'on est allé prendre par la main pour leur suggérer de créer des comptes. On a notamment l'équipe Wimix, qui est l'équipe de Fabien Gandon, qui travaille au Centre INRIA Sophia, qui traite beaucoup de web sémantique. C'est une équipe qui a créé un compte à la manière d'une carte de visite. Donc c'est très simple, quand on va sur leur compte Twitter, on a juste un lien vers le site de l'équipe. Et ça leur sert à quoi ? Ça leur permet d'être cités. Et c'est intéressant sur Twitter, quand on parle de vous, si vous n'y êtes pas, d'abord vous ne le savez pas, et puis du coup ça ne renvoie pas réellement vers là où vous êtes. Donc c'est un moyen d'être cité, et puis du coup sont abonnés au compte de cette équipe les chercheurs de l'équipe. Donc c'est aussi un moyen de les contacter. Donc là il y a pas mal de comptes d'équipe sur cette petite slide. On a aussi eu la surprise de voir arriver sur Twitter le PDG de l'Institut. Ça, c'était pas du tout quelque chose qu'on lui avait suggéré, c'était une démarche personnelle. Et c'est pas toujours évident de voir arriver son PDG sur Twitter. Il l'a fait lui aussi progressivement. Je sais pas, peut-être comme vous, si vous essayez. Il a d'abord créé son compte, il a finalement ajouté une photo et donné quelques informations de profil, et puis de temps en temps, il prend la parole. Alors c'est intéressant de pouvoir distinguer sa parole de celle de l'Institut. Et voilà. On a aussi des comptes qui sont très intéressants, comme le compte Zone Project. Zone Project, c'est le compte du lauréat du concours Boost Your Code. Boost Your Code, c'est un concours qu'on utilise, qu'on a créé il y a 3 ans maintenant, qui est un concours d'idées logicielles open source. Le lauréat du concours est reçu après pendant 1 an à l'Institut pour développer son projet. Et ce projet, du coup, le lauréat du concours 2012, qui s'appelle Christophe Desclos, a choisi de le valoriser particulièrement en utilisant Twitter. En faisant ça, il a trouvé une vraie communauté de gens qui étaient intéressés par son projet, qui sont devenus des bêta-testeurs de sa solution. Et aujourd'hui, il est en train au terme de ces 1 an de recherche, de créer une entreprise. Et il a été très aidé par cette démarche. Alors, qui dit acteur dit aussi scène sociale. Ce qui est très intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe et comment ça s'articule ou pas à la réalité, justement, sur ces réseaux. Sur ces réseaux, on travaille en 3 temps. Il y a le temps d'avant, il y a le pendant et il y a le après. D'ailleurs, la journée d'aujourd'hui est un peu un exemple de ça, parce que je crois que vous aviez proposé un hashtag pour parler de cette journée, notamment sur Twitter. Donc il y a des gens qui en parlent depuis un petit moment. Il y a peut-être des gens qui sont en train de tweeter en ce moment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que vous allez en faire après ? Voilà. Donc, à l'échelle de l'Institut, on essaie de travailler comme ça et de trouver des marqueurs pour nos sujets de conversation. On a des sujets qui sont institutionnels, qui sont peut-être moins drôles, mais qui sont des sujets quand même. On a un plan stratégique, on a des rapports d'activité qui sont annuels, on a par exemple des rencontres INRIA Industrie qui s'adressent notamment à des PME. Et puis, on a des marqueurs qui sont liés à des événements, par exemple comme aujourd'hui. Notamment, un événement récurrent chez nous, c'est la conférence FOSSA sur l'open source. Donc, dans ces cas-là, dans le marqueur, on inclut l'année pour bien distinguer les éditions. Donc, quand on prépare un événement, eh bien, on commence à en parler à l'avance avec ces marqueurs sur les réseaux sociaux. Donc je vais prendre justement l'exemple de FOSSA dont je vous parlais il y a un instant pour vous montrer ça. Donc FOSSA, c'est un événement. Qu'est-ce qu'on fait pour préparer cet événement et pour inviter des gens ? On leur envoie des mails, on prépare des affiches, donc des choses qui sont très concrètes et très incarnées. On en parle sur le site de l'Institut.
Il y avait même cette année un site dédié à l'événement. Et puis, on a commencé à utiliser le hashtag, enfin le marqueur Fossa 2013 sur les différents réseaux sociaux, à la fois pour donner aux gens envie de venir, et puis donc donner une connotation, j'allais dire, plus humaine à l'événement, plus engageante, et aussi pour référencer l'événement. Donc le jour J, on avait organisé un dispositif en ligne dont vous pouvez apercevoir, c'était la page web du dispositif qui permettait aux gens de participer à l'événement à distance, de prendre des notes, et puis aussi de tweeter avec le hashtag de l'événement. Alors c'était intéressant parce que ça nous a permis quoi? Ça nous a permis de repérer réellement quels étaient les gens qui étaient intéressés par l'événement, pas simplement ceux qui étaient venus et dont on pouvait avoir trace sur les listings des participants, mais ceux qui s'y étaient intéressés de loin sur la toile. Donc là, on a essayé d'articuler l'événement qui s'est passé en vrai à Lille avec sa dimension sociale. Donc là, on a vu que sur 2 jours et demi de conférence, il y avait 248 personnes qui avaient parlé de l'événement, par exemple, sur Twitter, que ça avait produit 1354 tweets, et que ces gens-là avaient publié des photos, des vidéos, et certains des intervenants étaient même venus après agréger là, reporter là leur slide de présentation. Du coup, qu'est-ce qu'on fait après? Là, le temps pendant, ça nous permet de récupérer les contenus qu'ont publiés les gens, si on s'est doté d'un marqueur. Ça nous permet aussi donc au-delà des contenus, ce qui me paraît beaucoup plus intéressant, c'est qu'on peut repérer effectivement quels sont ces gens. Donc on peut les réengager une fois suivante sur des événements de la même thématique, ou pour d'autres choses qui ne sont pas seulement de l'ordre de l'événementiel. Et puis, du coup, les contenus qu'on a récupérés, on peut les présenter sous une autre forme. Donc, nous, on utilise un outil qui s'appelle Storify, mais il y a beaucoup d'autres outils qui permettent ça, qui permettent de raconter ce qui s'est passé à l'aide des contenus qui ont été produits par les gens. Et on fait des fois la même chose avec les images, parce que dans nos événements, on essaie aussi d'avoir des gens qui font ce qu'on appelle du sketchnoting, qui sont en train de dessiner ce qui est dit dans la salle. Alors, c'est un genre de dispositif, on l'utilise pour des événements éventuellement de type scientifique, communication grand public, et parfois aussi en interne. Parce que ce qui est intéressant et qui est en même temps un défi, c'est qu'aujourd'hui, à moins d'être 2 dans une salle fermée à clé, la dimension interne, elle est quand même très très limitée. Les gens s'expriment, ils ont souvent un téléphone dans leur poche, ou un ordinateur, ou des tas d'objets connectés possiblement, et ils s'expriment. Donc quand je suis arrivée à l'Institut, il y a un peu plus de 2 ans, j'ai vu que pendant les vœux du PDG au début de l'année, c'était des vœux qui avaient lieu en visioconférence. Alors imaginez une visioconférence avec 8 centres, et puis la même image qui est projetée, celle du PDG en train de parler. Alors il dit des choses qui sont intéressantes, mais ça dure 1 heure. Et pendant cette heure, on a envie de se dire plein de choses. Et on s'est aperçu que les gens utilisaient les réseaux sociaux pour ça. Alors, je m'en suis aperçue un petit peu par hasard. J'ai vu passer sur le fil Twitter un hashtag qui était, je ne sais plus ce que c'était, Manuelo, je crois. Alors, j'ai mis un peu de temps à comprendre qu'en fait, à la façon d'adolescent, quand on est adolescent, on aime bien les noms de code. Là, il y avait un mot de code, un petit code pour parler du discours du PDG. Et en fait, ce qu'il disait était très intéressant. C'était de l'ordre d'une annotation. Et du coup, c'était intéressant. Donc, cette année, on a proposé de faire la même chose. Du coup, on a proposé nous-mêmes le marqueur de la conversation. Et ça a permis de voir qu'en fait, il y avait 72 personnes qui s'étaient intéressées à ce que disait le PDG. Alors ça, c'est quelque chose qui me pose question personnellement. L'idée, c'est que quand on fait ça, quand on rend un événement qui est interne public, il se rend d'ailleurs public tout seul sans nous, mais quand c'est l'Institut qui s'en mêle, ça peut poser un certain nombre de questions. C'est sûr que c'est très intéressant d'un point de vue de l'attractivité de montrer qu'on est un institut qui est dans la vraie vie, qui s'expose et donc qui n'a pas peur de s'exposer. Mais en faisant ça, c'est pas évident non plus qu'on ne trahisse pas peut-être les personnels de l'Institut, les chercheurs, les administratifs,
qui n'ont peut-être pas envie que soit valorisé ce qu'ils ont dit, en pensant peut-être qu'ils le disaient entre eux, et qu'en fait, quand on parle sur le web, c'est forcément public. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, selon moi, c'est vraiment l'idée, dans ces nouveaux médias, cette possibilité d'engager la foule. Et ça ne se fait pas sans être attentif à la culture qui va derrière, certes à l'esprit de partage, et au fait que les gens, eux, n'ont pas très bien toujours conscience de là où ils sont. C'est pour ça que je pense que la dimension d'accompagnement, qui n'est pas une dimension d'encadrement, elle est très importante. Voilà, et donc ça c'est mon interrogation plus personnelle. Est-ce qu'on est dans de la communication, est-ce qu'on communique, ou est-ce qu'on communaute, je ne sais pas. Voilà. Je pense que la dimension de la communauté est très importante. Merci de votre attention. Des questions ? Donc vous nous avez dit que l'important n'était pas les tweets d'aujourd'hui, quoi, mais ce qu'on en ferait après. Quelles suggestions vous pouvez nous faire? Parce qu'on n'est pas un institut organisé, donc on a plusieurs systèmes de bénévoles, et ça prend beaucoup de temps, ces choses-là. Donc qu'est-ce que vous en feriez? Comment vous feriez? Alors, d'abord, je ferai confiance à la foule présente et à la foule en ligne. C'est-à-dire que, comme vous avez proposé un marqueur, très probablement, et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il y a des gens qui vont en faire des choses eux-mêmes. Et donc qui vont vous aider, mais spontanément. C'est-à-dire que je ne serais pas étonnée qu'il y ait une ou plusieurs personnes, par exemple, qui aient commencé une agrégation de ce qui a été publié en temps réel. Ensuite, si ce n'est pas fait, ça peut se faire. Et ça veut dire que n'importe laquelle des personnes ici présentes peut se retrouver chargée de ça à la fin. Ça pourrait être intéressant. Ensuite, comme je crois que vous avez prévu une captation vidéo, ça c'est quelque chose qui peut s'intégrer dedans. Voilà. Mais voilà, moi je ferais d'abord confiance à la foule. Merci. Dans la prolongation de la même question, on doit, en fait, on dispose de beaucoup de données. Là, en fait, les retours, c'est quelque chose, par exemple, dans ces échanges autour des vœux du président, vous auriez peut-être des discours critiques, peut-être. Alors, il y a plusieurs dimensions à ma question. D'une part, simplement pour information, voir qu'il y a un problème autour de je ne sais pas quel sujet, mais peut-être que ça va aussi plus loin dans qu'est-ce qu'on peut accepter comme communication critique en interne. Donc, d'une part, est-ce que vous pouvez utiliser, ça pourrait se faire pour cette journée aussi, l'information en l'exploitant plus loin, simplement pas simplement en l'agrégeant, mais en exploitant le contenu, et quelles sont les conséquences éventuellement négatives de ça? Bien sûr. Alors, l'agrégation, elle n'est pas forcément totale. Hein. Quand on fait, par exemple, très clairement, là, quand c'est moi qui ai fait l'agrégation pour les vœux du président, sciemment, j'ai pas repris tous les tweets, parce qu'on doit être, je pense, respectueux de ce que publie la majorité des gens. D'autre part, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, ces conversations, ce sont des signaux faibles à forte valeur. Hein. Là, pour ce qui est des vœux, par exemple, et c'est intéressant, il y a beaucoup de gens qui ont publié des messages sur Twitter notamment, et qui n'ont pas utilisé le marqueur qu'on avait suggéré. Et ça m'interroge en me disant que peut-être c'est pas une si bonne idée de proposer un marqueur, mais ils ont dit aussi des choses intéressantes que par ailleurs j'ai vues. Après, il faut savoir le voir. Donc ça veut dire que peut-être ce qui est intéressant dans la fonction que j'exerce, c'est le fait de pouvoir utiliser ces signaux en dehors du web, en dehors d'une agrégation, comme un conseil qu'on peut transférer au management, ou pas. Voilà.
Bien, encore merci. Et donc, ce sera le tour maintenant d'Aurélien Alvarez.